Bonjour à tous et bienvenue à la Cinémathèque française pour la révélation des lauréats 2020 de la Fondation Gane pour le cinéma. Ces lauréats, vous allez les découvrir dans quelques instants. Ils font partie des 121 projets étudiés par un jury qui a eu la lourde tâche de n'en retenir que 5 parmi des premiers et seconds longs métrages, puisque vous le savez, seuls ces projets sont éligibles. Bon, dans les assurances, on aime bien les chiffres, alors laissez-moi vous préciser que 75% des projets étaient des premiers longs métrages, les 25% restants étant de fait des seconds. Et puis la part féminine est en constante augmentation, puisque cette année, 35% des projets déposés l'étaient par des réalisatrices. Ça progresse. Avant de rencontrer les heureux élus, c'est tout naturellement vers le président que je vais me tourner. Il n'a qu'une tête, mais deux casquettes, à la fois président de la Cinémathèque française et président d'honneur de la Fondation Gane. Bonjour, monsieur Costa-Gavras. Bonjour. Alors, une compagnie d'assurance qui investit dans le cinéma, c'est pas banal. Est-ce que vous vous souvenez comment est née cette idée atypique à l'époque? Elle est née un peu grâce à la Cinémathèque, je dirais. Parce qu'à l'époque, la Cinémathèque traversait une période difficile. Jacques Lang, qui était ministre, nous donnait beaucoup d'argent, mais il en manquait toujours. On voyait un tiroir, il y avait des problèmes. Et j'ai dit au directeur général de l'époque, qui était Bernard Latarché, il faut qu'on trouve du mécénat. Et il connaissait le président du GAN de l'époque, M. Attali, M. Bernard Attali, et nous sommes allés le voir. On lui a expliqué notre problème. Et il a dit, très bien, qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai dit, l'argent. Vous pouvez me donner X ou XXL. Il a dit, je vous donne XXL, immédiatement, comme c'est là. On était agréablement surpris. On n'a pas eu le temps de réagir. Et qu'il a dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour le cinéma? La Cinémathèque se fait, qu'est-ce qu'on fait pour le cinéma? Alors, j'ai dit, voilà, le cinéma a besoin d'argent en amont, quand le projet est en cours de s'écrire ou de se préparer. S'il y avait moyen de donner un peu d'argent, aider, d'abord ça sera un label pour poursuivre et puis un encouragement formidable. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et il continue jusqu'à aujourd'hui. Je pense que les résultats sont formidables. D'abord pour le cinéma et pour la Cinémathèque. Le virus a été attrapé et ça continue depuis. Ça fait 33 ans. Pas loin. Voilà. Pour une fois qu'il y a un virus qu'on est content d'attraper. C'était un bon virus. Ouais. Est-ce que vous mesuriez à l'époque l'importance que pouvait prendre cette aide à la création? Non, vous savez, moi je suis très prudent. Je me disais, si ça commence, ça va pas être très bien. Et ça a commencé. Et ça allait de mieux en mieux. Et je me suis aperçu que jusqu'aux équipes d'aujourd'hui, ça va très bien, que beaucoup de films ont été aidés. Et à partir du moment où un projet a un peu d'argent, tout d'un coup, tout le monde le regarde d'une manière favorable. Surtout les financiers. Ils disent, ah, il y a quelque chose de bien là. Parce que c'est un premier choix. Et depuis, beaucoup de films ont été aidés comme ça là. Ces lauréats de la Fondation Gane, chaque année, sont révélés ici, à la Cinémathèque française. Absolument. On ne peut pas rêver meilleurs auspices pour une carrière en devenir, non? Oui, absolument. La Cinémathèque, c'est quand même un tout petit peu une sorte de temple, disait, du cinéma à Paris. C'est une sorte de, pas d'aboutissement, mais d'abord d'école, d'université du cinéma, et aussi un aboutissement. Et c'est pour ça que c'est important pour les jeunes hommes et femmes cinéastes de passer par la Cinémathèque. Merci beaucoup, Costa-Gavras. Merci à vous. Monsieur le Président, merci. Pour évoquer cette année si particulière, j'ai le plaisir d'être avec le directeur général de Gane Assurance et le président de la Fondation Gane, monsieur Claude Zawati. Bonjour. Bonjour Charlotte. C'est toujours un grand plaisir pour moi d'être ici à la Cinémathèque et un grand plaisir d'être avec vous aussi. Alors c'est vrai que cette année a été assez particulière. On ne peut malheureusement pas faire la cérémonie habituelle avec du public, mais on l'a fait en ligne. Oui, tout à fait. La vie continue et c'était extrêmement important pour nous, pour Gane Assurance, de pouvoir continuer à soutenir la création, à soutenir les jeunes créateurs et à continuer à faire ce que l'on fait déjà depuis de nombreuses années au travers de cette effectivement cérémonie un peu plus particulière que d'habitude. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot quand même de tous les événements qui ont eu lieu lors de cette année passée? Oui, cette année a été effectivement assez riche. D'ailleurs, elle avait commencé par le film Vivarium, qui était quelque part un petit peu, je ne vais pas dire un film d'anticipation, mais un peu sur le confinement. Alors certes, on n'est pas dans les mêmes circonstances que Vivarium, mais en tout cas, ça avait donné sans doute un peu le ton et le là de cette année qui est une année un peu difficile. Bon. Et puis on a aussi été présent auprès de nos partenaires historiques, notamment le festival d'animation d'Annecy. Alors certes en ligne cette année, mais on a quand même été présent. Et puis également la semaine de la critique, alors même si on n'a pas pu être à Cannes, à mon grand regret. Mais pour autant, on a quand même été présent et on a même remis un prix
L'aide à la diffusion. L'aide à la diffusion, exactement, qui a été seule récompense cannoise de cette année. Donc on n'est pas peu fiers d'avoir été à cette initiative. Et puis malgré tout, des films sont sortis en salle. Certains d'entre vous les aviez aidés. Je pense notamment à Joseph, qui est sorti à l'automne. 170 000 spectateurs pour ce film d'animation signé Aurel. Un film magnifique sur un dessinateur et l'art du dessin. Le dessin comme outil de résistance, de liberté, voire de survie. Oui, c'est malheureusement un sujet d'actualité. Et effectivement, là aussi, on est fiers d'avoir accompagné ce film, qui ressort d'ailleurs, je crois, dans les prochains jours. Donc j'invite effectivement tout le monde à aller le voir. Mais ça n'a pas été le seul. Donc il y a aussi eu L'État sauvage. Et puis Petit vampire de Johan Sfar, qui a aussi fait l'actualité, qui a fait un très bon démarrage et qui ressort aussi, je crois, dans les semaines qui viennent. Et puis la Fondation GAN, elle est aussi très active au sein même de l'entreprise de GAN Assurance. Oui, c'est quelque chose auquel j'attache beaucoup d'importance, garder ce lien entre les collaborateurs, nos agents généraux, nos clients, et la Fondation GAN pour le cinéma. Et donc on a multiplié cette année aussi les initiatives. Alors quand on a pu en physique, on a fait des projections. Et puis pendant le confinement, grâce à la plateforme Univers Ciné, on a aussi permis à près de 10 000 personnes, des clients, des agents, des collaborateurs, de pouvoir visionner gratuitement des films pendant cette période-là et adoucir un petit peu le confinement. Et puis un concours. Et puis il y a un concours, effectivement, qu'on mène maintenant depuis quelques années, qui est donc basé sur le film donc, de Johan Sfar, Petit vampire, et qui va donc permettre à un de nos clients de gagner un séjour féerique, m'a dit Dominique. C'est un voyage dans un endroit assez magnifique, dans une forêt, dans une bulle. Enfin, je n'ai pas tous les détails, mais Vous l'avez pas testé ? Je ne l'ai pas testé, j'aimerais bien le tester, mais en tout cas, ce n'est pas pour nous, c'est pour nos clients. Et donc, c'est aussi très important d'animer comme ça notre réseau au travers de la Fondation. Merci infiniment, Claude. Merci, Charlotte. À l'année prochaine. Merci beaucoup, à l'année prochaine. L'aide à la création de la Fondation GAN est attribuée sur scénario. Elle s'élève à 53 000 € répartis entre le producteur et le réalisateur et peut être enrichie en industrie. Le jury est composé de personnalités du monde du cinéma et il est présidé par un parrain ou une marraine, ancien lauréat lui-même de la Fondation GAN. Et cette année, c'est une marraine. En 2002, elle avait ouvert les portes feutrées d'un cabaret tunisien pour son premier long métrage, Satin Rouge. On suivit Printemps tunisien, Les secrets, Corps étrangers, jusqu'à son dernier documentaire que l'on verra bientôt sur Arte, Gofrane et les promesses du printemps. Bonjour Raja Amari. Bonjour. Alors vous avez été lauréate vous-même il y a plus de 20 ans. Est-ce que vous vous souvenez de l'impact qu'avait eu pour vous le prix à l'époque ? Alors, je me souviens d'une joie immense. J'étais très très contente de recevoir le prix, évidemment. Ça a été très important pour le film, parce que l'aide a permis tout simplement au film de se faire, d'exister. C'est très important pour un film à petit budget d'avoir ce soutien. Ce qui est important, je trouve aussi, c'est que c'est une aide pour l'auteur, pour le réalisateur, et ça, c'est inestimable. Je dirais aussi que la Fondation GAN m'a toujours accompagnée. J'ai l'impression qu'il y a un lien qui ne s'est jamais rompu au fil des années. Et donc ça, c'est très rare et c'est un peu comme un ange gardien. Eh ben, ce lien vous a accompagné jusqu'à être présidente du jury cette année. Vous avez accepté la mission immédiatement ? Oui, j'ai répondu avec beaucoup de joie et beaucoup d'enthousiasme. C'est vrai que c'est une occasion de découvrir des nouveaux projets, de pouvoir échanger autour de films, autour de projets, de réfléchir sur des films à venir. C'est une année très particulière, très difficile pour le cinéma. Et nous avons traversé un moment compliqué. Pendant les auditions, par exemple, on a senti les incertitudes, les difficultés des films à se faire, mais aussi une grande détermination des réalisateurs à aller jusqu'au bout. Et la Fondation a été là pour soutenir cette démarche-là. Est-ce que dans tous les projets que vous avez étudiés, vous avez vu une couleur particulière ou des thèmes récurrents ? Alors, je dirais qu'il y avait plusieurs couleurs qui reflètent aussi la diversité des projets qu'on avait entre les mains. Cette polychromie d'univers, de singularité était très intéressante, mais il s'en dégage néanmoins quelque chose de commun, des personnages qui sont en quête, des personnages de femmes
forte, prête à repousser les limites. On traverse aussi des temps troublés, donc il y a des thèmes qui sont de notre temps, l'exil, l'urgence écologique, en gros la recherche d'un équilibre au milieu d'un monde incertain et vacillant. Vous le disiez, cette année, il y avait une responsabilité effectivement particulière vu la crise sans précédent que traverse le cinéma, mais vous n'étiez pas seul au sein du jury pour cette lourde tâche. Qui était à vos côtés? Alors j'étais très bien accompagnée, j'étais accompagnée par un jury investi et passionné. Alors il y a Thomas Edan, qui est le fondateur et le rédacteur en chef de La 7e Obsession, une revue de cinéma. Malika Aitgerbi-Palmer, qui est directrice générale de l'agence de presse Ikari. Raphaël Desplechin, scénariste. Étienne Olagnier, qui lui travaille dans la distribution et il est co-gérant de Jours de Fête et de Party Film Sales. Et Dominique Hoff. Qu'on ne présente plus, mais on va la présenter quand même, directrice générale de la Fondation Gann. Raja, il est temps de nous dévoiler maintenant le ou la première lauréate de l'aide à la création 2020. La première lauréate est Emmanuelle DeVos. Le projet est On the Road Again. Bonjour Emmanuelle. Bonjour. Alors pour votre première réalisation, on emboîte le pas décidé de Marguerite Mépoulet et Madeleine Mignon, deux jeunes femmes qui ont été missionnées par Albert Kahn en 1913 pour aller rapporter des images en couleur de l'Irlande. L'Irlande qui, à l'époque quand même au début du siècle, traverse une grande misère. Elles partent seules mais ensemble pour un voyage exploratoire qui va devenir initiatique pour elles. Raja, qu'est-ce qui a séduit le jury dans ce projet? Alors on a été séduit par ces deux personnages, par la liberté de ton de ce film, par le mélange qui peut être improbable entre fantaisie, burlesque, tragédie, comédie, et la faculté aussi de scénario de trouver des bascules dramaturgiques et scénaristiques très intéressantes. Il y a un enthousiasme dans ce film, il y a des personnages qui sont à la recherche d'elles-mêmes, en même temps qu'à la recherche de paysages, de visages et de sensations. C'est comme un saut dans le vide et on a voulu soutenir ce film qu'on veut voir. C'est un film qui sort du contour de la photo pour aller contempler le monde et surtout d'essayer de se connaître soi-même. Une belle motivation, merci. Emmanuelle, est-ce que c'est la découverte des fameux autochromes rapportés par ces dames qui a été pour vous l'étincelle du projet? Ah oui, totalement. J'ai été voir une exposition donc, au musée Albert Kahn en 2007. Donc vous voyez, ça fait longtemps. Les autochromes ne sont pas extraordinaires, mais ce qui m'a vraiment interrogée, c'est qui a eu l'idée d'envoyer deux jeunes femmes, en plus en 1913, c'est pas très sans chaperon, enfin voilà, sans aucune aide masculine, ce qui à l'époque se faisait pas trop. Et j'ai trouvé ce projet assez incroyable, quoi. J'ai mis longtemps à l'écrire, donc ça s'est construit petit à petit, ça s'est enrichi sûrement beaucoup de moi-même, forcément. Mais voilà, j'y suis allée par strates. Et il y a autour d'elle toute une galerie de personnages assez singuliers, qu'on pourrait même appeler pittoresques. On sent chez vous une appétence vers le burlesque ou une certaine excentricité? Alors oui, alors je pense que je ne le savais pas, mais en fait c'est en moi. Voilà. Et il y a aussi que la littérature irlandaise regorge de personnages plus fous les uns que les autres. Mais c'est une sorte de folie du quotidien. C'est pas une folie surnaturelle, complètement évaporée. C'est très ancré dans la terre. Il arrive toujours des choses très, très étranges, mais qu'on oublie aussi vite. Je sais pas, ça fait comme si ça faisait partie du voyage. Et il y a aussi, c'est un endroit où je me perds, même avec un GPS. En Irlande, je me perds systématiquement. Donc faire perdre mes héroïnes est vraiment très très naturel pour moi. Et vous avez projeté votre monde intérieur aussi dans leur parcours personnel. Leurs valises ne sont pas vides quand elles arrivent en Irlande. Oui, non, chacune arrive avec l'une un drame un peu enfoui, quelque chose qu'elle ne veut pas regarder. Et l'autre, Madeleine, est plus... Elle a plus un petit problème avec le monde entier. Et donc, c'est un personnage qui a un petit peu une sorte de violence, mais qui en même temps
a cette particularité de dire tout ce qu'elle pense, qui est toujours un élément très amusant. Elle est sans filtre. Elle est sans filtre, oui. Ces deux femmes, je crois savoir que vous avez déjà les interprètes principales, dont vous dites pour l'une qu'elle est diaboliquement angélique et que l'autre va être une forteresse qui se fissure, c'est-à-dire diaboliquement angélique, c'est Anaïs de Moustier, et Anaïs, que je connais très bien, a à la fois ce côté oui, angélique, et puis très fin, le petit minois, et elle a la puissance d'une Valkyrie en elle. Et c'est parfait pour Madeleine Mignon. Et Doria Tillier. Doria a commencé plutôt dans justement le registre comique. On sent qu'il y a une appétence pour plonger un peu. Mais comme elle n'est pas une comédienne dramatique, ça ne fera pas surjeu. Voilà. On sera presque étonné de la voir plonger, parce qu'elle plonge en dépression un peu quand même. Et ça sera... Voilà, toujours le contraste en fait. Merci beaucoup Emmanuelle. Merci. Quand est-ce qu'est prévu le tournage? En ce moment, on sait que c'est compliqué, compliqué. Mais dans l'idéal. Allez, le grand idéal, c'est quand? Idéal, été, automne 2021. On the road again. On the road again. Merci, bon voyage. Merci. Merci. Et c'est parfait. Merci infiniment. Raja, c'est encore à vous de nous annoncer le second projet primé. Alors, le deuxième projet primé, c'est Grand Marin de Dinara Droukarova. Alors, Grand Marin est l'adaptation du livre éponyme de Catherine Poulain, soit l'histoire de Lily, une jeune femme qui plaque tout pour partir pêcher en haute mer. Elle va donc plonger dans un monde d'hommes qui connaît le froid, la peur, l'alcool et l'épuisement physique. Bonjour Dinara. Bonjour. Raja, cet appel du large était irrésistible? Oui, il a été irrésistible pour nous. Nous avons été vraiment très séduits par le personnage de Lily, ce personnage implacable qui part et qui repousse les frontières et qui cherche et qui part dans une quête en pleine mer, une quête de l'inconnu, une quête résolue et absolue. C'est un personnage fort d'une femme décidée et déterminée. Et ce qui nous a impressionnés aussi, c'est l'implication personnelle de Dinara qui a voulu se frotter au danger. On entrevoit un film à la fois âpre, romantique, intransigeant et aussi un film où il y a beaucoup de sensibilité. Dinara, le livre de Catherine Poulain paraît assez loin de vous et pourtant vous dites que quand vous l'avez lu, ça a été un véritable choc. Pourquoi? Parce que dans ce récit-là, en fait, étrangement, je me suis reconnue. Parce que Lily, elle quitte tout, elle part vers l'inconnu. Et moi aussi, un jour, j'ai tout quitté et je suis partie vers l'inconnu. À travers de ce personnage qui est Lily, j'ai senti qu'elle raconte pas seulement cette histoire-là, mais l'histoire de beaucoup de femmes, en fait, qui, à un moment donné ou à un autre, doivent affronter quelque chose. Tout d'abord, peut-être la peur de l'inconnu et faire ce premier pas. Voilà. Qu'est-ce qui vous motivait le plus dans le projet? C'était raconter cette histoire ou incarner vous-même Lily, qui a un rôle féminin extrêmement puissant et rare? Les deux, c'est de vivre pleinement cette aventure, oui. Puisque comme je suis aussi comédienne, en fait, il avait quelque chose qui est pour moi que je ne pouvais pas diviser. C'est de raconter cette histoire avec mon cœur, avec mon être, voilà, avec mon regard aussi. Est-ce que vous vous êtes familiarisée avec la pêche en haute mer pour vous préparer au rôle? Oui, je suis allée... j'ai fait des stages avec des marins français, 4 stages consécutifs. Mais j'en ai gardé en souvenir surtout un où je passais plusieurs jours sur le bateau, où il y avait la tempête, où j'ai en fait senti
véritablement qu'est-ce que c'est être en mer, qu'est-ce que c'est ce métier qui est rempli de dangers, mais aussi je veux un grand potentiel qui peut avoir un film. Et du coup, vous pensez tourner en pleine mer également? Ah oui, 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 on va pas faire des choses à moitié, on va le faire pour de vrai. Alors, un premier film en pleine mer, certainement la nuit, dans lequel vous incarnez le personnage principal, même pas peur? J'ai peur, évidemment, mais je pense que l'envie et le désir de vivre cette aventure, elle est beaucoup plus grande que cette peur. Voilà. Bon vent, Dinara. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Et merci Raja. Merci d'avoir été avec nous. C'est maintenant un autre membre du jury qui va nous annoncer les prochains lauréats. Merci à vous. C'est parfait. Merci beaucoup. Hop, nickel. Merci. Bonjour Étienne Olagnier. Bonjour. Vous faisiez partie donc du jury de l'aide à la création 2020 et c'est à vous que revient le soin de nous annoncer le 3e lauréat. Alors le 3e lauréat est un film qui s'appelle 3 nuits par semaine de Florent Gouelou. Bonjour. Bonjour Florent. Alors, 3 nuits par semaine, on va le dire tout de suite, n'est pas un biopic du groupe Indochine, mais la plongée dans le monde nocturne, festif, coloré, volontiers subversif des drag queens à travers le regard de Baptiste, qui est un jeune trentenaire, apprenti photographe et qui en pince pour le charme piquant de Cookie Cunty. Mais derrière la femme de scène, il y a le garçon de l'ombre, Quentin. Et pour Baptiste, ce n'est pas si simple de savoir qui de Cookie ou de Quentin le trouble au point de tout vouloir quitter. Étienne, est-ce que c'est un projet qui a fait l'unanimité au sein du jury? Il a fait une relative unanimité. C'est un projet qu'on a discuté, en particulier parce qu'il a touché les gens de manière profonde. C'est un film exubérant, c'est un film ambitieux aussi pour un premier film. Donc il y a eu pas mal de discussions sur ces sujets-là. Et puis il y a un sujet très fort que pour ma part, qui pour ma part m'a complètement embarqué, qui est cette histoire d'amour entre deux êtres qui n'étaient pas faits pour se rencontrer au départ et qui vont tout emporter avec eux. Et je pense que ce qui a convaincu le jury, c'est à la fois d'avoir un vrai film, une vraie proposition de film d'auteur, mais aussi avec une ambition pour le public. C'est-à-dire que je pense que c'est un film qui emportera, comme on l'a été au scénario, le public avec lui. Florent, l'alter ego féminin des hommes de scène, on le voit très souvent comme un levier d'émancipation, de liberté, d'affranchissement même. Or, c'est aussi parfois une entrave. Est-ce que c'est un point de vue que vous vouliez nous montrer? Oui, tout à fait. Comme dans le projet, il y a cette envie de montrer la coulisse et de ne rien cacher finalement de tout ce qui fait la magie du drag. Ça me semblait important en effet de montrer ce que ça coûte. Et ce que ça coûte, c'est autant financièrement que humainement. Et en l'occurrence pour le personnage de Cookie Cunty, en effet, et donc de Quentin, il y a cette idée que la drag queen permet la rencontre, mais finalement l'entrave aussi, puisque Quentin a déjà quelqu'un dans sa vie et cette personne, c'est son drag. Au cinéma, l'univers des drag queens est souvent réduit à son aspect, on va dire, le plus festif et glamour, des plumes, des paillettes, et on élude souvent aussi l'envers du décor, on va dire, c'est-à-dire les difficultés sociales, une certaine précarité, voire des relents d'homophobie qui traversent actuellement la société française. Ça aussi, vous ne l'éludez pas? Tout à fait, ça fait également partie de l'envie du projet, c'est de pouvoir montrer la coulisse. Donc comme je suis drag queen par ailleurs dans la vie, j'ai vraiment très envie de mettre en scène ce milieu qui fait partie de mon quotidien. Donc ça passe par en effet ne rien cacher, parler autant des contraintes économiques, de combien ça coûte et puis ce que ça coûte humainement finalement d'avoir cette création artistique. Après, ce serait intéressant de ne pas faire un film hors sol et que finalement tout ce qui raconterait leur combat à ces queens les rendrait plus héroïques. Donc c'est aussi pour cette raison que j'ai eu envie de montrer en effet l'agressivité qu'on peut parfois recueillir dès qu'on sort de la norme. Et ça fait partie du quotidien des queens. Au casting, il y a Pablo Poli et Afsia Herzi, des comédiens donc professionnels et de véritables drag queens. C'est pour vous quoi, un souci de véracité? Je pense que c'est aussi une façon d'écrire pour moi que de m'inspirer de personnes réelles et de jouer à soi et donc de se rejouer avec une goutte de fiction.
Donc c'est un petit peu ce qui traversait mes films précédents. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai eu envie d'inviter ces queens-là, mais qui sont par ailleurs de bons comédiens. Ça a été quelque chose d'important dans le recrutement et dans le casting, c'est d'avoir à la fois de bons artistes et de bons acteurs. Alors sans révéler l'issue de cette rencontre amoureuse, est-ce qu'on peut dire quand même que 3 nuits par semaine, ça serait une prescription de joie et d'émerveillement? Je l'espère. En tout cas, c'est mon émerveillement de spectateur il y a 3 ans quand j'ai connu le milieu drag. Et j'espère parvenir à le transmettre au public, en effet, puisque une drag queen, ça amène souvent beaucoup de joie. Donc c'est l'envie du projet. Regardez, on a la banane déjà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous les deux. Merci. Bonjour Thomas Aidan. Bonjour. Alors, nouveau membre du jury, nouveau lauréat. Qui est donc le 4e lauréat de cette année? Alors on a choisi le second long métrage de Thomas Salvador qui s'appelle La Montagne. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors avec votre projet, on va donc enfiler nos crampons pour suivre Pierre, un Parisien qui est de passage à Chamonix. Face à la montagne, il est comme pétrifié, un attrait irrépressible fait qu'il décide de s'installer un bivouac tout en haut et de ne plus en redescendre. Il se fond littéralement dans le décor jusqu'au jour où il assiste à l'effondrement d'une paroi rocheuse et il découvre des lueurs mystérieuses qui s'en dégagent. Thomas, j'avais promis de ne pas la faire, hein, mais la montagne, ça vous gagne? Ah ben complètement, et puis je crois qu'on a envie d'y être dans cette montagne, surtout en ces temps covidesques, on va dire. On a envie d'altitude, on a envie de plein air et on a envie de quelque chose qui nous apporte aussi une hauteur de vue assez considérable. En tout cas, c'est un peu ce qu'on a ressenti aussi à la lecture. Et puis la puissance de feu du récit, sa capacité aussi à traverser des mondes, à traverser des chemins de traverse, à emprunter d'autres circuits parallèles, des choses qu'on ne voit pas forcément dans le cinéma français. Et c'est à la fois un film de ville, c'est à la fois un film de nature. Et on parle beaucoup d'écologie, on y pense forcément à des questionnements politiques qu'on peut avoir aujourd'hui, et à la fois une envie de féerie, une envie de fantastique. C'est assez extraordinaire. Donc c'est tout à fait complet et en même temps tout à fait mystérieux. C'est assez saisissant, je trouve. Thomas, le personnage que vous interprétez, Pierre, va faire la rencontre de ces fameuses lueurs qu'on peut définir comme ou les habitants ou l'esprit de la montagne. Et leur découverte et la cohabitation avec ces lueurs va être un point de bascule pour ce personnage. Comment vous envisagez de les matérialiser à l'écran, ces petites lueurs? Bon, faut pas que je dévoile trop de secrets non plus, et puis le film n'est pas fait. Juste un petit peu, allez, un peu. Bah, mon principe, c'est de faire tout ce que je peux faire en direct, et au tournage, je le fais comme dans mon précédent film, Vincent n'a pas d'écailles. Et moi, je préfère faire des choses simples et modestes, entre guillemets, en termes d'ampleur. Je préfère qu'il n'y ait que 2 lueurs, mettons, dans un plan avec moi, mais qu'on ait la sensation d'incarnation, de réalité et d'évidence, plutôt que d'en faire 1000 avec des mouvements complexes et qu'on sera obligé de faire en numérique. Donc il y aura évidemment des renforts en numérique, mais on a déjà travaillé à un système d'éclairage, de réflecteurs et avec des marionnettistes pour vraiment produire au tournage une interaction maximale. Par exemple, quand il y a une lueur qui me rampe sur le... Je dis parce que c'est moi qui vais jouer le rôle. Voilà, qu'on sente vraiment la veste qui bouge et moi j'arriverais pas à jouer si je devais faire avec un truc vert sur lequel on incruste après. Voilà, donc on va vraiment privilégier les effets au tournage. Alors, il y a aussi la rencontre avec un personnage féminin qui sera incarné par Louise Bourgoin. Ça a été facile de la convaincre de se lancer dans un tel tournage? Alors, ça peut sembler tout à fait immodeste de dire oui. En tout cas, elle a lu le scénario, moi j'ai pensé à elle. Je ne sais pas si ça se dit, mais elle a réagi très vite, avec beaucoup d'enthousiasme. On s'est rencontrés dès que le premier confinement a cessé. Et il y a eu une super rencontre, une évidence. J'avais déjà moi l'évidence avant de la rencontrer. Et on a même fait des premières répétitions. Et je crois qu'elle a très envie de participer au projet. J'en suis ravi. Dans tous mes films et avec mes courts-métrages, c'est toujours l'idée d'un personnage qui se confronte au monde, mais dans quelque chose de matériel, quoi. Il y a très peu de dialogue, il y a très peu de psychologie, ou plutôt il y a une psychologie et une dramaturgie dans l'action et dans la confrontation au réel. Mais j'espère que ça nous raconte quand même plein de choses et qu'on pourra avoir l'empathie pour lui
Mais ça passe beaucoup par l'incarnation, enfin par le jeu, enfin la mise en scène et la topographie, quoi. Bah, merci beaucoup. Je vous laisse repartir en cordée, tous les deux. Ça marche. Merci les Thomas. Merci Charlotte. Merci. Bonjour Raphaël Desplechin. Bonjour. Alors on arrive à la fin de la révélation des lauréats de cette année qu'on a présenté par ordre alphabétique et c'est à vous que revient l'honneur de nous annoncer le dernier projet primé. Voilà, c'est Petit frère de Léonore Serrail. Bonjour Léonore. Bonjour. Alors votre scénario démarre à la fin des années 80 avec l'arrivée en France d'une jeune femme ivoirienne avec ses 2 fils, Jean et Ernest, et ça va être le début de 30 ans de construction et déconstruction de la cellule familiale à travers ces 3 protagonistes en 3 temps et 3 chemins très différents. Alors Raphaël, la scénariste que vous êtes, j'imagine, n'a été que sensible à un scénario si ambitieux, capable d'embrasser 30 ans d'immigration en France. Oui, j'ai été extrêmement émue par le scénario, donc je suis très heureuse d'en parler, celui-là surtout. En même temps, je suis un peu impressionnée parce que, en tant que scénariste, j'ai trouvé aucun truc, aucune fabrication. En fait, ça semble absolument couler de source et les personnages s'imposent, mais d'une façon impressionnante et on a l'impression de les connaître, quoi. Soudain, ils surgissent. Ah bah, on sent un beau coup de cœur. Alors, Léonore, cette inspiration, elle n'est pas directement autobiographique, mais est-ce qu'on peut dire qu'elle l'est par capillarité ou par alliance? Oui, on va dire ça. Je pense que c'est une rencontre entre des histoires proches, de cercles très proches, une envie de raconter une histoire, moi, qui me manquait aussi, que j'avais pas l'impression d'avoir vu ces personnes-là déjà dans des films, et je trouvais ça pas tout à fait juste vis-à-vis de ces personnes-là. L'idée, petit à petit, ça a été cette idée de la famille qui a un peu supplanté la question de la migration, en fait, où finalement, c'était là important au début. Et j'ai besoin qu'on se projette au maximum dans les personnes et qu'on puisse se raconter qu'elles viennent finalement de Côte d'Ivoire, de n'importe où. Mais c'était ça qui comptait. La famille est devenue plus importante au fil du travail. Et cette construction en 3 temps, avec des ellipses conséquentes et assumées, elle s'est imposée à vous immédiatement? Bah, disons que j'avais envie à part égale que chacun ait sa partie. Et après, je ne suis pas partie dans l'écriture d'une série. C'est vraiment un film que j'espère pas faire trop long. Donc chacun a sa partie, on taille dans l'os et on va chercher ce qui nous semble plus important pour rendre le spectateur actif en fait dans la construction des personnages. C'est ça qui m'intéressait, c'est que les liens se fassent, qu'il y ait des manques, des frustrations et que petit à petit les échos puissent fonctionner en fait entre les personnes, parce que je pense que même si on est très différents au sein d'une famille, il y a des choses qui ricochent. Un mot sur le casting. Est-ce que vous cherchez des comédiens dont le parcours personnel pourrait avoir des échos ou des résonances avec ceux des personnages? Pour certains rôles, oui. Pour d'autres, pas du tout. Par exemple, pour le rôle de la maman, c'est vraiment une construction. On part de zéro et on construit tout avec elle. Même l'accent, même tout. C'est vraiment une page blanche qui s'ouvre. Et puis pour d'autres rôles secondaires, des fois, oui. Et puis même ça irrigue en fait après la réécriture qu'on fait en ce moment pour nourrir en fait en fonction des horizons de chacun. Je trouve que c'est le moment le plus important où chacun propose et on réécrit aussi en fonction des acteurs. Et vous envisagez le tournage quand? Ça va être en avril-mai. On a déplacé un peu au printemps. Ça devait être plus février-mars, mais tant mieux. On a plus de lumière, plus de printemps. Et ça va venir très vite. Ouais, ça vient vite. Ouais. Merci beaucoup Léonore. Merci à vous Raphaël. Merci. Merci à vous. Merci. Bonjour Dominique. Bonjour Charlotte. Alors vous êtes la déléguée générale de la Fondation Gann qui, en plus des aides à la création qu'on vient de découvrir, remet aussi un prix à la diffusion à l'un des longs métrages de la compétition de la Semaine de la Critique à Cannes. Mais vous avez tout de même tenu à décerner ce prix. Tout à fait, comme Claude Zawati l'a mentionné tout à l'heure, dans ce contexte, il était très important de répondre présent. On est mécène depuis 30 ans. Ce qui nous intéresse, c'est la persévérance et c'est dans la durée que l'on peut vraiment lire une action.
Et puis ici, la situation est difficile, raison de plus pour se projeter dans les films d'après. Comment vous avez pu voir ces films ? Alors, on a eu la chance cet été de pouvoir les voir dans des vraies conditions de cinéma. La sélection de la Semaine de la Critique était, comme toujours, excellente. Il y avait 5 films très variés qui nous ont réjouis. Alors, c'est toujours délicat de choisir, mais là, un film s'est imposé à l'unanimité. Il s'agit du premier long métrage intitulé After Love du cinéaste britannique Aline Khan. C'est un film qui se passe à Douvres, une ville côtière dans le sud de l'Angleterre. Et une veuve dont le mari vient de mourir accidentellement découvre qu'à quelques kilomètres de là, de l'autre côté de la frontière, son mari cachait un grand secret. On ne va pas le dévoiler, hein ? Non, non. Mais c'est un film puissant qui nous a émus et déroutés parce qu'il fait voler en éclats les schémas scénaristiques attendus, notamment les préjugés, les présupposés sur les religions. Son écriture est délicate, la mise en scène est à la fois subtile, maîtrisée. Et puis le film est porté par 2 grandes actrices, l'étonnante Joanna Scanlan, qui est bouleversante avec un jeu tout en retenue, et la non moins talentueuse Nathalie Richard. Et je dois ajouter d'ailleurs que Joanna Scanlan, pour ce rôle, a obtenu récemment le prix d'interprétation au Festival de Thessalonique, en Grèce. Est-ce que vous savez quand le film sortira en France ? Alors, normalement, il est attendu pour le printemps prochain, et on a vraiment hâte que le public français le découvre. Et c'est Réseau Film qui le distribuera, et bien entendu, nous serons à leur côté. Merci beaucoup, Dominique. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour 2021 ? Ce serait une pelletée de voyages et de bol d'air, parce que quand même, dans tous les projets primés cette année, ça n'aura échappé à personne qui a vraiment l'idée du voyage qui traverse tous ces films. À la montagne, en pleine mer, dans les contrées irlandaises, de la Côte d'Ivoire à la France, et même du masculin vers le féminin, c'est quand même troublant. C'est troublant, mais ce sont les films d'après, de l'après-confinement, les films, c'est le retour à la vie, le retour au contact humain. Nous ne doutons pas, les jours heureux reviendront. Et puis si on regarde précisément les 6 prix que vous avez attribués cette année, parité parfaite. Ne me dites pas que c'est un hasard. Si, Charlotte, chez nous, le hasard fait bien les choses. Merci infiniment, Dominique, d'avoir été à mes côtés pour ces lauréats 2020. Merci Charlotte, mais avant de nous quitter, je voudrais remercier bien entendu quelques personnes. Tout d'abord Costa Gavras, notre parrain d'honneur, président d'honneur, qui nous accompagne depuis toutes ces années. Claude Zawati, notre président et directeur général de GAN Assurance, et à travers lui c'est toute l'entreprise et notamment le réseau des agents généraux qui témoignent leur attachement pour cette fondation, qui est la leur d'ailleurs. Nos hôtes de la Cinémathèque française, le jury 2020 et Raja Amari, notre marraine, mon équipe, mes collaboratrices, Émilie Voisin, Mathilde Vallas, Ève Arnaud, Victoria Gomis, toutes passionnément engagées. Les petites fées, les belles fées à vos côtés. Merci beaucoup Dominique. Merci Charlotte. À l'année prochaine. Oui, le cinéma, quoi qu'il advienne. Avant tout. Merci.